Bienvenue dans l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. 10 chefs d'État en exercice et 3 anciens et plus de 100 ministres du gouvernement se sont réunis lors de la conférence de financement de partenariat mondial pour l'éducation. C'était donc à Dakar en présence de plusieurs ONG, des organisations internationales, notamment l'UNICEF et bien d'autres, sans oublier également l'UNESCO. La particularité, c'est bien entendu, c'est que cette rencontre a été coprésidée par un président de pays en voie de développement à ses côtés, l'autre président du G7, le président Emmanuel Macron qui était aux côtés du président sénégalais Macky Sall. Au-delà de l'initiative, quelle est l'opportunité de cette rencontre au plus haut niveau? Comment faire profiter cette mobilisation de ressources au profit des pays en voie de développement? Autant de questions que nous abordons dans ce numéro de Faire croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Invité pour en parler, Gérard Guédégbé, c'est un consultant international. Il est un spécialiste des questions liées à l'éducation. Gérard Guédégbé, bonjour. Bonjour, tranquille et merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télévision de Diaspora FM. Avec vous sur ce plateau, un consultant maison, le rédacteur en chef de Diaspora FM, Peggy Lovic Dagba. Bonjour. Bonjour à vous, tranquille, un cadre Valentin, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Merci pour les fleurs. Bon, ce ne sont pas des fleurs, en tout cas. D'entrée de jeu, on va s'intéresser à la genèse de ce qui s'est passé à Dakar. Et pour cela, je vais m'adresser à vous, Gérard Guédégbé. Tout est parti, l'organisation de cette rencontre, la conférence de financement du partenariat mondial pour financer l'éducation dans plus de 89 pays. Je vous remercie. On peut dire que la genèse n'est pas unique. C'est un flot d'événements qui a conduit à ce que nous appelons aujourd'hui le partenariat mondial pour l'éducation. Et il faut dire que de façon plus concrète, après le sommet de Dakar, encore une fois, en 2000, où on a beaucoup plus voulu mettre l'option éducation pour tous, vous vous souvenez, dans une perspective beaucoup plus réaliste et concrète, on a pensé qu'il fallait trouver un mécanisme de financement. Et le mécanisme de financement qu'on avait trouvé était qu'on créait une initiative pour pouvoir accélérer beaucoup plus le financement de l'éducation dans les pays que nous appelons en voie de développement. Et cette initiative, on l'avait appelée en temps initiative Fast Track. Vous vous souvenez, l'initiative Fast Track ayant fait son chemin, a été beaucoup plus portée par la Banque mondiale, qui donnait quand même presque tous les financements. Et puis en 2002, on a dit seulement laisser une seule, je vais dire, entité s'en occuper. Il faut créer un partenariat mondial autour du financement de l'éducation, pour l'éducation. Et c'est là que le PME est né. Et le PME, depuis 2002, est en train d'organiser sa 3e conférence pour pouvoir mobiliser les financements pour l'éducation. Mais il faut être franc pour dire qu'en réalité, la venue du PME est une bonne chose. Ça a permis, d'une manière ou d'une autre, de trouver un moyen pour mobiliser un peu plus, de façon concrète, les financements sur des éléments qu'on a perdu de vue. Les éléments qu'on a perdu de vue dans le financement de l'éducation, c'est un peu, par exemple, la question de renforcer la qualité de notre éducation, pour ne pas seulement financer l'éducation à volo chaque jour en disant, bon, écoutez, il faut payer le salaire, il faut construire les classes, et puis l'éducation, tout va bien. Donc, on a commencé par s'intéresser à comment est-ce qu'on renforce la qualité de l'éducation. Les résultats sont là, on va en débattre. On a aussi commencé par voir des éléments qui nous échappaient, par exemple, la maîtrise d'une planification efficace de l'éducation. On avait, par exemple, une très faible maîtrise des statistiques en éducation. Et quand vous voyez un peu le volume, je veux dire, d'argent dont a besoin l'éducation, si on n'a pas la maîtrise des statistiques, par exemple, on ne peut pas faire une planification efficace, ni renforcer beaucoup plus les mesures visant à corriger les disparités. Quand on donne un taux, par exemple, d'admissibilité au plan national de 30%, vous verrez, par exemple, qu'il y a des départements qui sont à 60%, d'autres sont à 10%. Et cette disparité-là, le PME s'est donné beaucoup plus
comme mission de commencer par corriger les disparités pour que nous ayons plus ou moins une moyenne acceptable dans toutes les régions. Il y a un exemple palpable au Bénin ici. Dans je crois, le dernier programme qui est en train de finir là et sur lequel maintenant on veut brancher le prochain plan sectoriel du Bénin, on a identifié 22 communes que nous avons appelées les communes les plus défavorisées. Et ces communes-là, on a regardé que les performances dans le système, déjà par rapport à la performance des enfants et autres, les performances étaient faibles. Donc le PME a dit, je vais beaucoup plus calibrer les actions dans ces 22 communes avec des éléments quand même statistiques très très clairs pour essayer de renforcer l'éducation pour que nous commencions par avoir des taux de performance un peu plus élevés. Parce que ça peut être très élevé dans le littoral et sur la côte ici, mais quand vous remontez un peu plus, les taux sont très bas. Donc je pense que l'opportunité du PME, c'est non seulement de nous apporter de l'argent, mais je pense que ça nous a permis de commencer par regarder certains problèmes qui créent beaucoup plus de gap par rapport aux manières dont nous réussissons la mission d'éduquer et de former le capital humain. Peggy Ludovic-Dagba, vous avez suivi les différents discours prononcés lors de cette rencontre. Vous le savez, l'éducation, c'est une équation à multiples inconnus que les gouvernants doivent maîtriser pour asseoir leur politique de développement. Votre ressenti suite à cette initiative? Non, cette initiative, je pense, est quand même la meilleure, une des meilleures initiatives à saluer dans la mesure où elle va permettre un peu de régler, de réduire ce grand fossé qui existe entre l'éducation des enfants des pays en voie de développement et ceux des grands pays. Mais l'élément important qui me paraît, comment dirais-je, substantiel à souligner, c'est quand même le fait que cette conférence se soit tenue sur le continent africain, notamment à Dakar. Et vous l'avez dit à l'entame, c'est la première fois quand même que ce fonds, ce PME, est dirigé par un président, le président d'un pays donateur, on va dire, en griffe, la France, et un pays bénéficiaire, le Sénégal. Ceci a plusieurs sens, parce que, dans un premier temps, on devrait pouvoir se rendre compte de la réalité sur le terrain. Le Sénégal étant un pays quand même vraiment situé parmi ceux qui ont vraiment besoin de ce financement-là pour réduire le taux de non-scolarisation des enfants, il faut le dire, dans les pays en voie de développement estimés à près de 264 millions d'enfants, parce que c'est quand même énorme. Vous voyez un peu, au Bénin, on a près de 22 communes les plus défavorisées, encore que quand on va laisser ces 22 communes, parmi celles qui certainement se sont dites les mieux loties, il va savoir encore. Si on prend juste la commune de Cotonou, à Ladji tout près, il faut aller voir les conditions dans lesquelles les enfants sont amenés à étudier. Dans Cotonou, à Godomain, pas loin d'ici, vous avez des salles de classe en brassage. Nous en avons toujours parlé. Je ne suis pas sûr, par exemple, que Cotonou soit cité parmi ces 22 communes les plus défavorisées. Donc, ceci a l'intérêt vraiment de mettre en lumière le péril que vivent les enfants africains, ceux-là qui, ma foi, sont nés certainement, si on en croit la situation vraiment dans laquelle ils vivent, sont nés pour souffrir, pour subir le martyre, on va dire. Donc, c'est cette initiative qui se réunit donc sur le sol africain permettra vraiment à ceux qui, de loin, ont toujours vécu la chose, de toucher la réalité des faits et d'être vraiment sensibilisés sur la question. Pour mieux comprendre l'opportunité de l'initiative, j'irai à Guédégbé. Comment expliquez-vous cette disparité qui existe entre le système éducatif que nous observons dans les pays en voie de développement comme le nôtre, le Bénin, et ce qui se passe en Occident? Est-ce la faute des politiques de gouvernance, en tout cas que nos chefs d'État entreprennent, ou carrément c'est le système qui est défaillant au plus haut niveau? C'est justement pas la faute des politiques, parce que les politiques sont très bonnes, très bien élaborées, bien pensées. Et c'est ça aussi le problème, c'est-à-dire que nous avons, c'est pas inutile de le répéter, nous avons l'art et l'intelligence, lorsque nous prenons notre bic et nous prenons une feuille blanche, de déposer sur papier des éléments de grande perspective et très, très, très prometteurs. Mais le problème, lorsque nous passons à la phase où il faille
les concrétiser, les mettre en œuvre, nous devenons défaillants pour plusieurs raisons. Nous avons des problèmes par rapport au pilotage de notre système. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous que la question du système se pose. Lorsque nous voulons piloter un système comme le système éducatif, de quels résultats avons, de quels, éléments avons-nous besoin? Je donne un exemple simple. Regardez un peu. Et le grand problème, c'est aussi ce manque de transparence qui fait que, de façon consciente, nous biaisons les résultats. Je donne un exemple. Lorsque vous allez, il y a quelques moments, vous allez dans une école et vous demandez l'effectif, en fonction de la mission, on vous donne des statistiques différentes. Si c'est pour approvisionner l'école en cantine, on vous dira qu'on a 600 élèves. Et si c'est pour autre tâche qui va empêcher peut-être le directeur d'être assez actif, il vous dira que bon, nous sommes dans les 400. Et puis ça a été un véritable problème. Donc on avait une difficulté à maîtriser les statistiques parce que le pilotage ne permettait pas d'avoir des statistiques fiables. Donc on a beaucoup travaillé sur ces éléments. Donc pour répondre à votre question, le problème c'est que on a un pilotage du système éducatif qui est assez médiocre par ici. Quand je dis par ici, c'est dans les pays en voie de développement en général. Notre pilotage fait que, en réalité, je vous souffle qu'en réalité, le Bénin fait partie de ceux qui financent le mieux l'éducation. Ah, bien sûr. Oui, on met beaucoup d'argent. Le Bénin arrive à mettre près de 24, sinon parfois près de 25% de son budget dans l'éducation. C'est beaucoup. Le Sénégal, que vous citez en référence, il est dans les 20-22. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on rationalise l'utilisation de ces moyens? Parce qu'on a fixé les normes à plus ou moins 20% pour dire un État qui consacre 20% de son budget au système éducatif, on peut déjà lui décerner un satisfecit parce que c'est intéressant, ça peut permettre de régler les problèmes à la moyenne. Mais le problème, c'est qu'on finance autant abondamment le système, mais il se trouve que quand on regarde les résultats, nous avons des problèmes. Si nous avons des problèmes, ce n'est plus l'argent qui devient le problème, c'est comment est-ce qu'on rationalise l'utilisation de cet argent, comment on pilote le système. Vous allez avoir des écoles qui sont ici, où vous allez trouver 8 enseignants pour 6 classes, alors que quand vous allez un peu plus, quand vous remontez un peu plus, il y a 6 classes, mais il n'y a que 4 enseignants. Et on dit qu'il y a un problème et on est obligé de faire des classes multigrades. Les classes multigrades, c'est qu'on regroupe le CI et le CP dans la même classe pour le même enseignant. Ce n'est pas évident qu'il y ait la performance. Or, on a un problème par ici où on a plus d'enseignants pour moins de classes. Donc, toutes ces questions constituent des questions de gouvernance du système. Donc, c'est effectivement le système qui pose problème quelque part. Quand les États ont leur orientation et en cours de chemin, on leur impose d'autres systèmes éducatifs. Vous avez dit que le Bénin, par exemple, investit environ 25% de son budget dans le secteur de l'éducation. On n'a pas le résultat. Je dis du n'importe quoi. Si on prend le document Bénin à la FIA, qu'on a déjà relégué aux oubliettes, ça a été défini clairement sur les plus 15 ans, 20 ans, ce qu'on doit faire dans le secteur éducatif béninois. Mais ça n'a jamais été respecté. On a oublié ça au profit d'autres politiques. D'où les résultats que nous observons. On se désole qu'on n'a pas le bon résultat, malgré l'investissement que le Bénin fait dans ce domaine. À qui finalement la faute, quand c'est comme ça? Oui, la situation, elle est d'autant plus grave que nos États n'ont pas toujours la main libre pour exécuter leur programme. Déjà que ce n'est pas eux qui mettent les sous. On parle du partenariat mondial de l'éducation. Les fonds viendront de ce partenariat-là. Mais ce partenariat-là viendra encore dicter quels sont les points essentiels auxquels iront, bien sûr, ces subventions, ces fonds. Ceci amène forcément à dévier, ceci amène les pays à dévier de leur trajectoire initiale. Ce qui fait que, eh bien, à l'arrivée, ce n'est plus l'efficience qu'on recherche, mais c'est simplement l'exécution et la consommation des fonds. Ceci pose vraiment le problème de la vie réelle de notre politique éducative au plan national. Vous voyez un peu ce qui s'est passé, eh bien, il y a eu, je crois, il y a 2 ans, où les résultats en fin d'année ont démontré réellement le visage de l'éducation au plan national. Les résultats qui étaient des plus décevants, tant pour les parents que pour les autorités. Et à l'arrivée, on s'est rendu compte que eh bien, c'est dans l'exécution des différents curricula que le problème s'est posé. Maintenant, chaque acteur du système éducatif béninois s'est pris au sérieux et on a dû agir sur des leviers peut-être
qui était là, et là, ça a changé en fin d'année, dernière. Donc, ce qu'il faut, moi, à mon sens, il faudrait que la souveraineté que nous quêtons, que nous affirmons sans avoir vraiment les ficelles en main, puisse être une réalité. Mais pour cela, il faudrait pouvoir échapper encore à ces circuits financiers. Alors, la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment se soustraire à ces circuits-là pour espérer avoir une éducation vraiment efficiente? Moi, je pense que, vous permettez, par rapport à la question du fait que les circuits financiers, il faut y échapper, je pense que pour le moment, il ne faut pas y échapper et nous ne devons pas y échapper. On ne peut même pas. On ne peut pas et nous ne devons pas. Et comment profiter de ces circuits pour pouvoir asseoir nos politiques de c'est justement pour ça que je voudrais dire... En tenant compte de nos réalités, de nos désirata, etc. Je pense qu'il y a un petit problème. Le problème, c'est que nous... Je pense qu'encore une fois, consciemment, nous tombons dans le piège parfois. Et ça, je le dis et je le répète, si le partenariat mondial pour l'éducation vient au Bénin, et on a déjà vu, faites le tour au Rwanda, vient au Bénin, et veut financer une partie de l'éducation qui n'est pas la nôtre, le Bénin a légitimement le droit de dire non. Le problème est là. Parce que ce qui se passe là, je vais vous expliquer. Le plan sectoriel pour l'éducation que nous venons d'élaborer, dans la salle, c'est les Béninois qui sont assis. Des cadres béninois, vous et moi, qui sont assis pendant des mois, à tête de société civile, gouvernement et tout, pour élaborer un plan sectoriel pour l'éducation. Et c'est ça que nous allons monnayer au partenariat mondial pour l'éducation. Maintenant, sommes-nous influencés pendant cette élaboration en sourdine ou c'est là le problème de l'indépendance. Avons-nous été aussi indépendants pour élaborer quelque chose que nous portons? C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on pose cette question aux partenaires techniques et financiers, ils disent, mais écoutez, de quoi parlons-nous là? Nous finançons votre plan. C'est tout. Et c'est vrai. Ce plan porte le sceau du Bénin. Ce n'est pas le sceau de la France. Non, ça porte le sceau du Bénin. Maintenant, la question que vous posez et qui est juste pour moi, c'est quel a été notre degré d'indépendance pour pouvoir identifier les problèmes qui sont les nôtres, nos desiderata et les mettre dans de tels plans. La question des programmes d'études que nous appelons approche par compétence nous montre qu'à un moment donné, parfois, on n'a pas été aussi, je dirais, aussi déterminant pour dire ça là, ça nous plaît. L'autre ne nous plaît pas. Parce qu'il y a aussi ce circuit de financement qui est comme une épée de Damoclès. C'est là. C'est que d'une manière ou d'une autre, il y a qu'à la fin, le partenaire choisira aussi le programme qu'il veut financer. Et parfois, on fait en sorte que, comme le financement, nous en avons besoin et qu'on ne peut pas fuir, on essaie en sorte que le programme puisse être en accord avec ce que le partenaire peut. Et c'est là, où le bas blesse. Exactement. C'est là justement le véritable problème. Vous avez vu comment on nous a imposé le système approche par compétence et dit le nouveau programme dans ce pays. Ils ne vous ont jamais imposé ça. Bon, on sait comment, nous savons comment ça s'est passé. Justement, parce que sur la question, moi j'arrive pas à comprendre que nous, par exemple, vous et nous, on a eu la chance d'aller à l'école nouvelle. Avant nous, c'était juste après les indépendances. Mais ce qui a marché, la méthode syllabique et tout le reste, la lecture, comment peut-on comprendre que pour l'élaboration de nouveaux programmes, on échappe à tout ce système, alors que ce système a produit des faits, a produit des effets, a produit des cadres vraiment probants qui aujourd'hui, et sinon pendant longtemps, ont fait la fierté sur le continent. Et beaucoup d'acteurs, vous l'avez dit tantôt, se sont retrouvés au plan national pour pouvoir élaborer, ont été impliqués. Comment n'ont-ils pas pu sauvegarder ces déterminants de notre système éducatif national? Je dis, la question se trouve un peu au niveau de nos cadres à un moment donné. Je donne un exemple encore pour ne pas vous empêcher d'évoluer. Lorsqu'on était en train d'élaborer ce plan sectoriel, à l'une des réunions auxquelles j'ai l'habitude d'être convié, j'ai dit, au Bénin, nous avons des problèmes tels que nous ne pouvons plus harmoniser les vacances. Je donne un exemple. Dans la zone lacustre, les vacances sont souvent amputées de 2 à 3 mois à cause de la crue. Lorsque l'eau monte, les classes sont inondées et les enfants de cette partie du Bénin, qui sont des Béninois, n'arrivent pas à avoir les mêmes temps scolaires. Donc il va
voir comment soit on crée un système un peu, je vais dire, spécifique, ou bien on fait en sorte qu'eux ne soient pas pénalisés parce qu'à la fin, ils participent dans les mêmes conditions aux examens nationaux. Cela, d'une manière ou d'une autre, si on fait une étude, on va voir que ces catastrophes naturelles pour lesquelles nous n'avons pas encore une solution pour pouvoir les maîtriser, influent sur les résultats de ces zones. Mais je vous assure, ces éléments n'étaient pas clairement dans la note que nous-mêmes, Béninois, nous avons rédigé. Donc, ce n'est pas un Sénégalais qui viendra, quoi. C'est vous et moi, c'est nous qui connaissons le Bénin. Donc, il se trouve qu'à la fin, celui qui endosse effectivement, c'est le partenaire. Mais il endosse quoi? Ce que nous, Béninois, nous avons eu le temps d'élaborer. Donc, à la fin, je suis certain que de mieux en mieux, nous devons penser que il est bien d'avoir des financements de l'autre, mais nous devons aussi avoir notre programme parce que nous sommes coupables des milliers de personnes qui sont sur le carreau aujourd'hui et qui n'ont pas la possibilité de trouver un emploi. Et c'est là le problème. Moi, je me souviens, il y a quelques jours, il y a la fille d'une dame que je connais très bien. Ses enfants vivent au Canada. La fille a décidé de rentrer. Elle était fatiguée de vivre de l'autre côté. Elle dit, je vais rentrer chez moi, je viens venir travailler. Elle dépose son curriculum vitae un peu partout. On l'appelle, on dit, mais vraiment, c'est trop lourd. Ouais. On ne peut pas vous employer ici. Vous voyez, il faut diminuer un peu. On ne fait rien pour former des cadres comme ça en interne. Ouais. La question des curricula, le contenu de ce que nous servons à nos enfants. On fait tout pour faire aimer l'Occident à nos enfants à travers ce qu'on leur apprend. On nous apprend de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, Hitler, et on laisse de côté le roi Béhanzé, ce que représente le roi Béhanzé pour notre pays, les sites touristiques. Il n'y a pas ça dans les curricula. Que faites-vous pour que cela se fasse désormais? Je pense qu'il y a un besoin urgent d'aménager les curricula de formation que nous avons. Mais c'est encore qui? C'est eux. Je dis eux là, je veux dire... Non, ce n'est pas les partenaires, c'est les Béninois. Les Béninois doivent se dire, on va améliorer et dépoussiérer notre curriculum de formation. Quand vous allez à l'université, je me souviens si c'est le même enseignant qui me donnait le cours que moi j'ai eu peut-être en première année d'université, le même cahier n'a pas encore totalement changé. Or, ça fait 2001, ça fait bientôt 16 ans que moi j'ai fini complètement avec l'université. Mais c'est les mêmes programmes. Et vos jeunes frères, quand ils vous voient, ils disent, bon, grand frère, passe-moi ton cahier parce que le cours est le même mot pour mot. Donc, il y a un problème réel de comment est-ce que nous améliorons notre curriculum pour l'adapter. Vous avez parlé de Béhanzé. Moi, j'ai toujours un souci. J'ai dit, à l'allure où vont les choses, il faut qu'on trouve un moyen pour voir comment est-ce qu'on enseigne la conférence nationale. Parce que chaque année, on célèbre entre le 19 et le 28, mais le problème, c'est que c'est un tournant important de notre histoire politique et tout ce que vous voulez. Ça doit rentrer dans les cours d'histoire chez nous, au Bénin. Mais qui y pense? Je ne sais pas. Donc, on ne continuera pas. Oui, quand moi, je prends le micro, là, je peux vous citer les yeux fermés. La conférence de Yalta, ce qui s'est passé. Je connais l'aviation allemande, la Luftwaffe. Et puis, on récite même ça en musique. C'est-à-dire que c'est comme de la poésie parce que ça nous plaît, parce que nos professeurs, ils ont cette maîtrise de l'histoire de la Seconde Guerre que quand on commence, on n'a pas envie d'arrêter, malheureusement. On fait aimer l'Occident à nos enfants au lieu de faire aimer le pays. C'est-à-dire que c'est un drame. Parce que, franchement, ce que vous venez de dire là, vous n'avez pas idée, il me plaît d'insister encore là-dessus par rapport à la conférence nationale. Ça s'est passé quand? En 90. De 90 à aujourd'hui, 27 ans ou 28 ans. Tranquillement. Mais personne, regardez un peu la jeune génération, vous notez même sur le plan politique des prises de position qui, franchement, vous étonnent, vous font peur, parce que ceux-là n'ont pas eu à vivre ces effets-là, ces époques-là. Hein? Et franchement, comment dirais-je, ça décline sur leur façon de voir. Alors que s'ils avaient été sensibilisés sur la chose, s'ils connaissaient réellement la situation qui a prévalu, s'ils connaissaient l'histoire de leur pays, franchement, ils ne feraient pas autant d'erreurs. Donc, c'est très important. Moi, à mon petit niveau, à mon propre niveau, je réfléchis toujours à comment pouvoir raccoler les morceaux pour ne serait-ce que laisser des productions sur cette période-là, sur ce qu'a été la conférence nationale.
ce qu'ont été les débats au cours de la conférence nationale. Cette année 89 qui a précédé l'année 90, tout ce qui s'est passé, si les gens étaient vraiment sensibilisés là-dessus, je suis sûr d'une chose. Allez voir l'état dans lequel se trouve, même dans l'état dans lequel se trouve l'hôtel, même Pierre Malédio, j'ai pris par là il y a quelques jours, mais c'était. Je vous assure, et nous choquant, interroger sur les images et autres, et archives de cette conférence nationale-là. Ça n'existe pratiquement plus au Bénin, si ce n'est pas à l'OETB qu'on peut avoir un pan. La dernière fois, un ami est rentré, je crois, du Sénégal, qui devait faire une production. Mais c'est à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel en France, qu'il a dû s'adresser pour avoir... C'est la première destination. Quand vous voulez avoir des archives sur la conférence nationale du Bénin, c'est pareil. Je tiens à attirer encore notre attention sur un élément, puisque nous sommes en train de parler de l'éducation. Oui. L'éducation également, c'est la diffusion de nos valeurs, de nos cultures. Ouais. Dans ce pays, il y a eu un fonds qui était destiné à rénover nos salles de cinéma. Parce qu'à travers le cinéma, on peut dogmatiser un peu. D'accord? Mais ces fonds, on ne sait pas ce qu'ils ont, en tout cas les autorités du ministère d'alors ont fait avec ces fonds. Et nos salles de cinéma sont toujours là. Vous avez vu, le Ciné Concorde, c'est dans un état de délabrement. Ciné Le Bénin, Ciné Parakou et tout. Et dans le même temps, on donne l'opportunité à une multinationale de venir installer une salle de cinéma pour la diffusion de la culture occidentale dans notre pays. Et personne ne dit rien. Dans le même temps, on parle de financement de notre éducation. Et il y a des verrous un peu partout pour empêcher, en tout cas, l'éveil de nos peuples. Ce qu'on a oublié de percevoir à ce niveau, ce n'est pas tant la faute de cette multinationale. Parce qu'aujourd'hui, les frontières sont tombées, cher ami. Et là, la concurrence devient plus rude. Ça veut dire que je reviens encore toujours à nous. Moi, je parle surtout de nous. Moi, je ne jette pas la pierre à cette multinationale. Voilà. Que faisons-nous de c'est des outils. C'est des outils. Comment on appelle que le miroir les ardait. Donc, la question se trouve que nous ne savons pas que nous sommes de mieux en mieux dans un monde, dans un espace globalisé où c'est seulement notre culture qui fera en sorte que nous allons porter une identité et qui va nous permettre de nous affirmer ici et là. Et regardez, quand vous parlez de la Chine, vous êtes debout, vous voyez un Chinois, vous n'avez pas besoin qu'il parle pour que vous sachiez ce qu'est un Chinois. C'est systématique. Pourquoi? Parce que ces personnes ont dit, au-delà de l'industrie, nous, c'est notre culture. Et ils ont pris la culture, ils l'ont exportée. Je ne vous arrête pas. Récemment, j'étais dans un restaurant chinois à Cotonou. Il y avait un match de football. Ouais. J'ai demandé au monsieur de m'allumer en tout cas, le chaîne. Il dit, ici, c'est chinois ou rien. Et c'est ça. On ne change pas. Il a dit ça aux clients. Vous voyez jusqu'à quel point ils sont jaloux de leur culture. Et ils profitent de toutes les occasions pour diffuser. Et là, vous allez acheter leur culture. Non, mais là, vous mangez chinois, vous payez et vous regardez chinois. Une heure que tu passes chez lui, lui veut te vendre 10 minutes de sa culture. Et ça, c'est une réalité chez nous, ici, à Cotonou. On ira plus loin. On parle de 3,1 milliards de dollars mobilisés à partir de cette année jusqu'en 2020 pour 89 pays, histoire d'aider 870 millions d'enfants. Comment bénéficier, comment capter ces fonds au niveau de nos pays pour booster notre éducation? Non, c'est facile. Le modèle du PME particulièrement est un modèle assez souple, très souple. Les fonds viendront aisément. Moi, il n'y a aucun problème. Les fonds viendront, mais derrière, on vous donne l'argent, mais il faut faire ci. Voilà, c'est le problème que nous avons aussi. Je pense qu'il y a eu, je peux dire, pour moi, ça c'est encore une opinion, quelques petites erreurs qu'on a fait. Mais ce n'est pas une erreur, c'est le fait qu'on fasse confiance à nous-mêmes. La déclaration de Paris sur l'utilisation des fonds aux partenaires a beaucoup insisté sur l'alignement des fonds là, sur ce que nous appelons les normes, sinon l'alignement sur les normes nationales. C'est-à-dire que quand l'argent d'un partenaire vient ici, on l'aligne sur, par exemple, les normes de passation de marché que nous avons. Pour que ça ne ralentit pas. Parce que vous savez, les partenaires n'étant pas toujours en pleine confiance de ce que les fonds soient utilisés, imposent des normes d'utilisation qui sont assez
lourde qui ne permet pas, au fond, donc à la déclaration de Paris, on a dit, bon, l'alignement, le principe d'alignement qui permet à ces fonds-là de s'aligner sur les normes de passation ou de gestion des finances que nous avons. Mais ça n'a pas réglé le problème. Donc, moi, je n'ai pas de doute, l'argent viendra, et beaucoup plus, ça sera capté à travers ce que nous appelons le plan sectoriel de l'éducation, par exemple, au Bénin, qui est en cours d'achèvement chez nous. Certainement, le gouvernement va l'adopter et puis ça va entrer en vigueur pour les 5 ou les 10 prochaines années. Et à travers ça, le PME viendra pour dire, volet formation des enseignants, je prends ça, volet équipement, je prends ça, volet tout ce que vous voulez, statistiques et le reste. Donc, on aura ces fonds. Le problème encore pour moi, c'est comment nous les utilisons pour maximiser les efforts. Parce que les plans sont toujours en érection, les enseignants qui sont très mal formés, manque d'infrastructures, les enfants qui tombent régulièrement enceintes. Je veux parler des filles, on parle de 2763 cas. 2763 cas l'année écoulée. Vous avez souvent le chic d'aller chercher un peu dans mes pénates, parce que c'est l'un des problèmes franchement importants. Que faisons-nous? On peut pas comprendre que dans une nation comme la nôtre, dans les zones les plus défavorisées, que la prime soit accordée à ces grossesses vraiment précoces au niveau des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense, par exemple, qu'un tel financement devrait aller dans le sens de comment faire pour vraiment comment appréhender les causes de cet état de choses. Déjà, les 3 premiers mois, on a déjà plus de 100 cas de grossesse dans le Borgou. Je crois, le directeur Patim Euseb, sur ce plateau, nous en a parlé de loin là. C'est un vrai problème. Et ça handicape la scolarisation au Bénin. Parce que face à cette situation, beaucoup de parents peuvent être réticents. Vous savez très bien à quel sort on fait à la jeune fille qui devrait aller à l'école au village. C'est mieux qu'elle accompagne sa maman dans le commerce et autres. Et c'est un combat rude qu'on a engagé pour réussir à quand même inverser la donne. Mais là, maintenant, c'est des proies gratuites à des zizi en l'air. Excusez-moi le thème. Franchement, je pense que ces gens de soutien devraient pouvoir chercher à arrêter l'enseignement à ce niveau. On a déploré le cas l'année dernière. Cette année, c'est revenu encore. Et là, à la fin de l'année, on ne sait pas encore ce que ça sera. Et ça s'étend à d'autres régions. Parce qu'on parle beaucoup plus du Bono, où notre correspondant Jonas Petit nous a fait plusieurs sujets sur la question. Donc ça devient un problème de l'éducation au plan national. Et à côté de ça, nous avons, comment dirais-je, le dénuement total dans lequel certains enseignants sont amenés à dispenser leurs cours. Ce sont les vrais problèmes de notre éducation. Et au plan national, le ministère devait gagner, franchement, à recenser ces cas-là et à les traiter en priorité, au lieu d'aller encore, une fois, dans d'autres travers, donner dans des histoires diffuses, parce que on est spécialiste des choses ici, on laisse de côté les priorités. L'essentiel, c'est de montrer que, bon, on est en train de travailler, on justifie, oui, il y a eu tel nombre de millions qui sont allés, là, on a dépensé tel nombre de millions, et en fin de compte, vraiment, c'est la désillusion à l'arrivée. Moi, je pense que ce sont des vrais problèmes auxquels il faut s'attaquer pour que l'éducation au plan national puisse quand même redorer ses blasons. Au sommet de Dakar, je vais d'abord vous laisser dire un mot sur le cas des grossesses, parce que vous avez fait le tour du pays, vous avez des éléments. Le cas législatif, ça n'existe pas. Parce qu'en notre temps, il n'y avait pas. C'est vrai qu'il y en avait, mais pas aussi criard. On parle de 2700, environ 3000 cas de grossesse de l'année écoulée. En fait, ce qu'on a oublié de dire dans ce débat, c'est que nous vivons dans une sorte de conspiration qui se banalise et qui devient inquiétante. Parce que je pense que de plus en plus aujourd'hui, lorsque ces résultats atterrissent sur nos écrans, que ce soit autorité, ça devient un fait divers. On en rit, on dit, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Comme vous le dites, les enfants sont plus accros au sexe, quelque chose du genre. Alors que ça devrait être une situation urgente qu'il faut soulever. Moi, j'aurais bien voulu avoir sur une petite ligne du Conseil des ministres que le gouvernement se préoccupe de ça une fois. C'est possible. C'est possible qu'on dise recrudescence parce que c'est une épidémie. Vous m'excusez le terme. Ce n'est pas normal
que l'enfant qui est envoyé à l'école pour aller suivre des cours et avoir une certaine performance pour contribuer à la gestion de la chose publique et au développement de son pays puisse être stoppé par une cause humaine maîtrisable. C'est-à-dire que la grossesse n'est pas une fatalité. Ce n'est pas qu'on ne peut pas s'opposer à ça. Et lorsque vous évoquez le cadre législatif, c'est là où j'ai parlé d'une conspiration. En réalité, on a des problèmes culturels qui font que ces choses-là se négocient entre nous en Afrique, se négocient entre nous dans nos contrées, dans nos villages. Et une fois que ça vient, ça devient l'œuvre de Dieu. Et toutefois que ça devient l'œuvre de Dieu, ça surpasse l'humain. Et il dit, étant l'œuvre de Dieu, essayons de trouver une solution amiable. Et là, ça devient beaucoup plus le handicap, au lieu de dire la loi doit frapper pour que le prochain n'ait plus envie de le faire. Et quand vous regardez ces chiffres-là, ce qu'on a oublié aussi de regarder, c'est que ces grossesses ne sont pas les grossesses d'octobre. C'est ça le problème. C'est les grossesses de juillet, août, septembre. Ce qui veut dire qu'on perd de vue aussi les moments pendant lesquels ces éléments-là deviennent très, je vais dire, criards. Et l'un des arguments qui me font dire encore ça, c'est beaucoup plus parmi les auteurs. Quand vous regardez les auteurs, c'est comment on appelle, les ouvriers du quartier, le maçon, le mécanicien. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez de près, ces gens, ces catégories de travailleurs ou, je veux dire, de personnes ont de petits revenus mais réguliers. C'est-à-dire que le mécanicien est capable de gagner 500 francs par jour pendant une semaine, ce qui lui fera peut-être fois 7. Or, l'enseignant, lui, il gagne une fois son salaire. Le problème qui se pose ici et qui revient à ce que vous dites et qui est la pauvreté, a été beaucoup plus amplifié par un certain mimétisme, qui fait aussi que les responsabilités sont autant du côté des parents qui doivent faire en sorte qu'on maîtrise le problème à la source en faisant un travail au niveau des filles pour leur dire, écoutez, tu veux avoir un téléphone, tu veux avoir ceci. Je pense que avec le diplôme du BPC ou du bac que tu auras, tu pourras mieux se l'offrir que si tu te donnes à quelqu'un qui te donne une grossesse. Donc, il y a un travail important à faire. L'État a le droit de prendre ça en charge et de frapper. Et c'est pour ça que la question de sanction doit devenir une question importante maintenant, pour qu'on puisse essayer de voir cela. Mais si nous ne... Vous savez, le problème, c'est que ce n'est pas la fille du ministre qui est tombée enceinte. Excusez-moi d'être aussi direct en disant, ce n'est pas la fille du directeur de cabinet. Donc, c'est vraiment encore un problème des autres. Parce que si c'est le cas, je vous en avais déjà vu ici, hein, il a fallu peut-être que quelqu'un ait un problème et demain ça devient une proposition de loi ou bien ça devient un arrêté parce que ça l'a touché très vite et là. Donc je pense que de mieux en mieux, hein, il y a une autorité que je ne veux pas citer ici qui m'a dit, mais écoutez, les problèmes de l'éducation vont se résoudre de plus de moitié si la plupart des gens qui sont le cadre de l'administration ont les enfants dans le public. On va conclure, je vais conclure, on va conclure ensemble en prenant votre avis sur la déclaration, le message du président ghanéen lors du sommet de Dakar, qui je résume, que nos pays n'ont pas besoin de financement en tout cas de financement pour leurs activités éducatives. Votre point de vue. Mon point de vue, c'est que... Ce soit votre conclusion. Oui, bien sûr. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, bon... C'est quand même un pays prospère dans la sous-région. Oui, mais quand j'ai écouté ça, j'ai dit, si seulement en rentrant, il pouvait dire à toutes les ONG de fermer et de rentrer. Je pense que ce qu'il a dit est encourageant. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin. On a peut-être besoin maintenant, mais qu'à court et moyen terme, et ça rejoint votre argument du début, qu'on trouve cette indépendance financière qui nous permette nous-mêmes de disposer en entier de ce qu'il faut pour parler de notre éducation et de faire ce qu'il faut. Donc je suis d'accord avec lui à 60%, mais je suis certain que le 40%, c'est que à l'instant où 60%, vous et moi nous parlons là. 60%, ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui. On a besoin encore. Non, moi je pense qu'il est un peu en avance sur son temps. C'est sûr que c'est là où nous devons arriver, c'est le point d'atterrissage. Mais pour l'instant, souffrons que nous puissions quand même nous ouvrir aux aides, mais impacter ces aides-là
ne plus être simplement des exécutants, mais intelliger ces aides et pouvoir les, comment dirais-je, les adapter à nos besoins, histoire de réussir à planir les problèmes de notre éducation. Merci à vous, Peggy Dovik Dagba. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Diaspora FM. On parlait donc de cette conférence sous-régionale internationale sur le financement de partenariat mondial pour l'éducation. Avec nous sur ce plateau, il y avait également Gérard Guédégbé, spécialiste des questions liées à l'éducation, consultant international. En nouvelle diffusion sur Diaspora FM à 14h et sur Eden Télévision à 13h30.